J'ai été licenciée sans préavis. Je n'ai jamais eu de demande d'explication, ni verbale, ni écrite. Aujourd'hui, je suis malade. Je prends des médicaments pour la respiration. J'ai d'autres problèmes de santé graves. Le juge qui a traité mon dossier, sur quoi il s'est basé? Parce qu'apparemment, il ne s'est basé que seulement sur les dires du Bénet et de leur avocat. Il n'a pas tenu compte de moi, me dit, et il n'a pas tenu compte des documents que j'ai pris pour prouver mon statut de travail protégé. J'ai été torturé et je porte encore les séquelles de ces tortures. Aujourd'hui, depuis 2020, je ne travaille pas. Je suis pratiquement réduit à la mendicité. Citoyens, citoyennes, bonjour. Dans le focus de ce jour, nous voulons parler du tribunal du travail. Depuis plusieurs années, ce tribunal a fait la fierté des travailleurs ivoiriens parce que la majorité des travailleurs avaient gain de cause lorsqu'ils allaient devant ce tribunal. Malheureusement, depuis quelques années, nous avons constaté que les plaintes augmentent et pour des raisons qui n'honorent pas la justice ivoirienne. Nous voulons donc, à travers ce focus, vous donner quelques exemples, en commençant par le mien. En 1998, dans le cadre de la préparation de mon DEA en sociologie, je suis entrée au BNET. Et après l'obtention de mon diplôme en 1999, j'ai bénéficié d'un CDD, plus précisément le 1er juillet 1999. Et le 1er juillet 2000, je suis passée en CDI. Donc, je travaillais dans cette entreprise, plus précisément au département environnement, jusqu'à ce qu'en 2020, on m'arrête. En 2020, il y a eu la lutte contre le 3e mandat que j'ai lancé dans le cadre de ma vie associative, qui n'a rien à voir avec mon travail. Et quand j'ai lancé ce mot d'ordre, j'ai été emprisonnée. Selon le Code du travail, quand quelqu'un est emprisonné, c'est 6 mois après qu'on entame une procédure quelconque contre cette personne. Moi, j'ai été arrêtée le 15 août, j'ai été déférée le 19 août, et c'est dans le même mois d'août que la procédure a été engagée contre moi. Non seulement je suis travailleur protégé, ça veut dire que je suis syndicaliste. J'avais créé moi-même mon syndicat au sein du Bénet. Je n'ai pas dit que j'étais dans le syndicat de quelqu'un. J'ai créé mon syndicat que je dirigeais depuis 2014. Et donc, j'ai été arrêtée et normalement, quand on veut renvoyer un syndicaliste, on se réfère à l'inspection du travail. C'est l'inspection du travail qui donne l'autorisation de renvoyer un travailleur protégé. Mais cette décision se prend après une enquête. J'étais en prison. Personne ne m'a posé de questions sur quoi que ce soit et l'inspection du travail a donné l'autorisation de mon licenciement. Donc, mes avocats ont déposé un recours auprès du Conseil d'État contre cette décision. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, le Conseil d'État n'a pas encore répondu. Donc, dans mon cas, ce n'est pas le tribunal du travail qui est mis en cause, mais je veux parler de toutes les injustices qu'il y a dans le milieu du travail parce que dans les cas que vous allez écouter tout à l'heure, il y a l'inspection du travail qui est aussi mise en cause. Et dans mon cas, l'inspection du travail n'a pas joué son rôle. Donc, je voudrais vous laisser écouter les autres témoignages et vous revenir. Bonjour chers concitoyens, je me nomme Diomandé Maryse, ex-employée à IHE Afrique M2 Business School. Cette entreprise évolue dans la formation de cadres et de hauts cadres du secteur privé et du secteur public. Les formations vont de 6 500 000 francs CFA à 11 millions de francs CFA par personne selon le programme. Le président de cette entreprise est Maître Ernest Olaï, le DG Martin Frigola, le DGA qui était mon N+1
Guillaume Fondino. Je me tiens devant vous pour vous exposer tout ce que j'ai vécu dans cette entreprise et la décision du tribunal de travail qui, à mon avis, est un encouragement pour les employeurs dictateurs de continuer à maltraiter leurs employés. Tout a commencé pour moi en novembre 2012. J'ai été contactée par une amie de l'Opus Dei, une institution de l'Église catholique. Moi-même, je suis catholique, baptisée et confirmée. Elle m'a proposé de participer à une graduation qui avait lieu en novembre 2012, qui était organisée par une business school, qui est IHE Afrique M2 Business School, en tant que hôtesse. J'étais réticente, mais compte tenu de l'institut religieux qui est derrière cette formation, j'ai accepté. Et depuis lors, mon aventure avec cette entreprise a commencé jusqu'en 2022. Pour rentrer dans le vif du sujet, avant que le problème advienne, catholique que je suis, j'ai entendu 2 collaboratrices parler d'un homme de Dieu évangélique. Et j'ai entendu une voix qui me disait, prends le numéro de ce dernier. Quand j'ai pris le numéro, j'ai appelé à maintes reprises, la personne n'a pas décroché. Et 1 à 2 mois plus tard, je suis allée dans l'endroit indiqué par cette dernière. Dès que ce monsieur m'a vu, il s'appelle Prophète Messie, pour être plus précise. Il m'a dit carrément que je travaillais dans une entreprise et qu'il voyait quelqu'un qui me fait des avances dans cette entreprise en train de comploter contre moi. Et il était nécessaire que je quitte rapidement cette entreprise en trouvant un autre emploi. J'y ai pas prêté attention. Je n'ai pas considéré ce que cet homme de Dieu m'avait dit, parce que je ne comprenais pas où il voulait en venir. Mais ce qu'il disait était vrai. Mais je ne comprenais pas pourquoi une personne va me faire des avances et je vais fuir. Donc, ça veut dire que si je suis dans une autre entreprise, on me fait des avances, je vais fuir encore. Donc, je vais passer tout mon temps à fuir. C'est comme ça que j'ai compris. Je suis restée et je ne savais pas que c'est le pire qui allait m'arriver. En 2021, je suis tombée gravement malade du Covid-19. C'est alors que mon calvaire va commencer dans cette entreprise M2 Business School IHE Afrique. J'ai été prise en charge à Farah, à la polyclinique Farah, et j'ai eu 10 jours de repos maladie. Ça n'allait pas. C'est-à-dire, la maladie allait de pire en pire. Le DG m'a demandé de rentrer en contact avec le médecin d'entreprise qui m'a donné une boisson énergisante. J'ai des preuves à l'appui. J'ai bu la boisson énergisante sur 2 jours et j'ai eu la sensation de me porter mieux. Donc, je lui ai même dit merci. Mais 3 jours plus tard, je me suis sentie pareil comme avant. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit pendant 6 à 1 an, en fonction de mon organisme, j'allais me sentir ainsi. Et que je devais travailler quand même. Pourtant, les programmes sont très chargés à IHE Afrique M2 Business School. Je lui ai demandé si ce n'était pas dangereux pour moi. Il a dit non. Quand j'ai commencé, la maladie, quelques semaines après, la maladie a repris. Je me suis remise à tousser sans cesse, à avoir des problèmes de respiration. Ce médecin, docteur Amani,
m'a donné 3 jours de repos maladie. Le DGA, M. Guillaume Fonduno, qui est mon N+1, il y a des documents qui le prouvent, a refusé carrément de m'accorder ce repos maladie. J'ai travaillé dans ces conditions et c'est dans ces conditions que un plan a été formaté dans cette entreprise contre ma personne. Ça a commencé avec un plan de jus où on m'accusait à tort. Il y avait des mails à l'appui. Quand je suis allée à l'information, on m'a demandé pourquoi j'ai cherché à creuser. Comme si c'était un plan formaté que je ne devais pas découvrir. Mais ils ont échoué. Et les mails prouvaient ce qu'ils avaient fait. Parce que d'habitude, ils le font de façon verbale. Vous ne pouvez pas prouver ce qui est verbal. Mais cette fois-ci, il y avait des mails à l'appui. Et ces mails-là, j'ai demandé à ce que le DGA, le DG et le président soient informés de ce qui se passait et de ce que je subissais comme harcèlement moral dans l'entreprise. Ils n'ont rien fait. Ils sont restés indifférents. Pendant ce temps, le DGA, Guillaume Fonduno, m'acculait de travail. Je ne sais pourquoi. J'ai travaillé malade en demandant aux médecins d'entreprise. Je sens que je ne pourrais pas tenir. Il me dit, ça va aller, sans compatir. Une fois, ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Je suis allée le voir. Il m'a fait une goutte épaisse pour le paludisme. Cette goutte épaisse était positive, donc j'avais le palu. Le médecin d'entreprise le savait. Il m'a prescrit des antipaludéens sans me donner de repos maladie. Comme je vous l'ai dit, au préalable, il avait déjà donné un repos qui avait été refusé. Donc, quand je lui ai demandé, mais avec le test qui s'avère positif, je ne mérite pas de repos maladie. Il dit non, que l'antipaludéen qu'il m'a donné n'est pas trop fort et que ça allait aller. Quand j'ai commencé à prendre cet antipaludéen, au 2e jour, je n'ai pas pu tenir. C'était un vendredi après-midi. Je me suis retrouvée à l'hôpital d'Anono. Arrivée là-bas, j'ai expliqué à la dame médecin qui m'a reçue. Elle m'a dit, donc un médecin vous a fait une goutte épaisse, il vous a donné, sans vous donner de repos maladie. Je dis oui, madame. Je dis, mais est-ce que vous pourrez me donner un repos maladie? Elle a dit non, puisque c'est lui qui a fait le test. Je ne peux pas, c'est à lui de vous donner un repos maladie. Donc c'est dans ces conditions inhumaines que j'ai travaillé jusqu'en fin de graduation 2021. J'arrive en 2022. Je demande le reste de mes congés pour me soigner, ce qui est normal, parce que j'avais droit à ces congés. Le N+1, Guillaume Fonduno, refuse de signer. J'approche le RH, il dit que c'est le N+1 qui doit le signer. J'approche le DG de l'entreprise, Martin Frigola, pareil. Ils m'ont fait tourner en rond. Le 23 février 2023, je reçois un courrier qui est un courrier de la main de l'assistant RH, Célestin Manon. Il était déjà 17h30. Je m'apprêtais à descendre. Il me dit de signer. Je dis, mais c'est quel document? Il dit, c'est Guillaume qui m'a dit de te remettre. Donc je prends, je lis, protocole de règlement amiable. Je lui demande de lire le contenu, il accepte. Donc je m'éloigne, je lis le contenu et je prends les photos. Je prends les photos du document. Quand je reviens, il n'est pas à son poste. Je dépose le document et je me rends chez moi. En route, il m'appelle me disant que tu n'as pas signé le document. Je dis non, je ne comprends rien.
un protocole, bon, de règlement à l'amiable, je ne sais pas c'est pourquoi, donc je n'ai pas signé. Demain, je vais répondre à ce protocole. Donc, le lendemain matin, quand je me rends au travail, j'écris un courrier mail, je m'oppose à ce protocole. Personne ne me répond. Parce qu'en ce moment, je pense qu'ils évitaient à tout prix de laisser des traces de leurs actes. Donc moi, j'envoie un mail. Personne ne répond d'opposition. Quand j'ai envoyé le mail, 2 jours à 3 jours plus tard, je vois tous les mails entre le DGA et moi supprimés de mon poste. Qui l'a fait? Jusqu'aujourd'hui, personne ne le sait. Ils disent que ce n'est pas eux. Moi aussi, ce n'est pas moi. Cette personne qui est capable de commettre un tel acte est une personne maudite. Parce que je suppose qu'on ne connaît pas la personne. Donc, la personne est sûrement quittée des profondeurs des enfers pour se mettre sur mon poste et à supprimer tous les mails entre le DGA et moi. Et cette personne maudite-là ne peut être moi. Elle se connaît. La personne aussi qui l'a envoyée est aussi maudite qu'elle. Ils se connaissent. Elles se connaissent. Donc, les mails ont été supprimés. Il n'y a pas de traces. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer au licenciement pur et simple le 22 juillet 2022. J'ai été licenciée le 22 juillet 2022. Dans le contenu, ils ont mis difficultés relationnelles. Avec qui? Je n'en sais rien. Mais en temps, j'ai été torturée. Torturée pas physiquement, moralement. Parce que pendant que j'étais malade en 2021, j'ai demandé à Guillaume Fondinon, qui est mon N+1, de me faire assister par une deuxième assistante. Ce que je n'avais jamais fait auparavant. Il a refusé. D'un air, le message est encore dans mon téléphone, parce que ça, c'est dans mon téléphone. Personne n'a eu accès à mon téléphone pour l'effacer. Il a refusé. Arrivé là-bas, le harcèlement sexuel, parce que même si je n'ai pas suffisamment de preuves, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas naïfs. Ça a continué. Ils ont échoué. Mais quand ils sont revenus, tu es seul, tu n'as pas de témoin. Quand il n'y a pas de témoin, tout peut se dire. Je me retrouve mêlée dans un réseau de prostitution, de pornographie, je ne sais pas comment. Même si je prenais des médicaments, les médicaments là, je pense que n'ont pas affecté mon cerveau pour me retrouver dans un tel réseau. Et ce n'est pas possible. C'est maintenant que je comprends ce que cet évangélique était en train de dire. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit, pourquoi moi qui suis catholique, avec tant d'hommes de Dieu que je connais dans l'église, ça a un évangélique, avec tout le respect que j'ai pour les évangéliques, parce que ce sont nos frères, j'ai beaucoup d'amis évangéliques, c'est un évangélique que je ne connais pas, que Dieu va révéler, que je suis en danger dans cette entreprise. Je suis licenciée le 22 juillet 2022. Je me rends à l'inspection du travail le 25 juillet 2022. On est convoqué le 2 août 2022 pour la tentative de conciliation. À ma grande surprise, ils envoient un inconnu qui vient pour demander un report le jour J et en retard. Ce que j'ai refusé. Ils disent que le DG, le président, ils disent que le président de M2 Business School, Ernest Olay, demande un report au 15 octobre. J'ai refusé. Je dis, soit c'est un délai court, ou bien c'est une non-comparution, et puis vous me donnez mon document,
je vais au tribunal. J'ai cru que j'étais sortie des problèmes. 2 jours, nous sommes convoqués. L'assistant RH Célestin Manon vient. Il dit qu'il n'est pas d'accord pour la conciliation. Ça se passe rapidement. Je m'attends à mon PV de non-conciliation. Pour un document qui doit faire en principe 1 semaine maximum, j'y ai fait 4 mois sans explication. Après ces 4 mois, j'ai reçu mon PV de non-conciliation le 22 novembre 2022. Je fais ma requête au tribunal le 24 novembre. La tentative de conciliation se fait avec le juge Godou le 7 décembre 2022. Et les audiences commencent le 18 janvier 2023. De report en report, le 19 juillet 2023, le juge Godou va rabattre le dossier pour la mise en état. Là, il m'a dit que ça n'allait pas durer et qu'on allait m'appeler pour la mise en état et on se reverrait à la rentrée judiciaire en octobre. Ce qui n'a pas été fait. Silence radio jusqu'en novembre. En novembre, j'ai écrit un courrier à la présidente du tribunal pour demander ce qui se passait. Il y a trop de silence, je ne sais pas. On ne m'appelle pas. C'est alors que quelque temps après, un greffier m'appelle pour me donner rendez-vous le 3 janvier 2024. Pourtant, celle qui est en charge de mon dossier est une femme greffière. Donc, ça m'a étonné que c'est un homme qui m'appelle. Le 3 janvier, je me rends là-bas. Un autre juge, un autre greffier. Je n'y comprends rien. Et ce juge-là me dit clairement, j'ai eu à écrire des choses qu'il n'a pas aimées. Pourquoi je me plains que mon dossier dure et que j'ai l'impression que mon dossier est oublié dans le couloir, dans les tiroirs. Je dis, monsieur, moi je viens à peine de vous rencontrer. Mon dossier a duré. Donc, quand je parle de ça, je parle du juge que je respecte beaucoup parce que ce juge-là, j'entendais que du bien de ce juge. Et il m'a donné bonne impression. Donc, je ne comprenais pas pourquoi le dossier durait. Face à cela, il n'a rien eu à dire. Le 3 janvier, les personnes convoquées n'étaient pas là. L'avocat de la partie adverse, Maître Ernest Oulaye, qui est le président de l'entreprise, a demandé un report. Donc, du 3 janvier, on est passé au 17 janvier. Du 17 janvier, on nous dit le greffier est malade. On va nous appeler incessamment. Incessamment, ça fait, je crois, pratiquement 1 mois. J'ai été obligée d'écrire à la présidente. Le dossier a été retiré à cet avocat, à ce juge, pour donner au 3e juge. Avec le 3e juge, on les a convoqués, ils ne sont pas venus. Deux enquêteurs ont été envoyés sur place pour mener leur enquête. Ils sont revenus, ils disent dans leur rapport que compte tenu de la complexité de l'affaire, il est mieux de se fier aux pièces, aux preuves qui sont versées au dossier. Parmi, j'ai apporté quelques observations. IHE Afrique a apporté ces observations à ma grande surprise en disant que ces enquêteurs-là, dans leur rapport a l'air d'être partial. Pas les mêmes. Leur rapport, ils trouvent que le rapport est partial dans son contenu. Ce qui m'a étonné, parce que dire que compte tenu de la complexité de l'affaire, il est mieux de se fier aux preuves
Et comme IHE Afrique, M2 Business School n'a aucune preuve de difficultés relationnelles, il faut dire que l'enquêteur est partial, le document produit n'est pas fiable. Le 29 mai 2024, je suis déboutée de ma requête par le 3e juge en charge de mes dossiers, malgré toutes les preuves que j'ai eu à apporter pour la dégradation de ma santé, le harcèlement sexuel et moral, la mise en quarantaine, la suppression de mes mails. J'ai été licenciée sans préavis. Je n'ai jamais eu de demande d'explication, ni verbale, ni écrite. Aucune preuve n'a été apportée par la partie adverse. Aujourd'hui, je suis malade. Je prends des médicaments pour la respiration. J'ai d'autres problèmes de santé graves. J'ai envoyé le bilan de santé en pièce jointe au tribunal. Malgré tout cela, j'ai été déboutée de ma requête. Donc, je me demande sur quelle base légale un juge peut-il rendre une décision relativement à des problèmes relationnels sans preuve matérielle. Dans ce cas, je me pose la question de savoir sur quelle base légale un juge peut-il rendre une décision relativement à des difficultés relationnelles sans preuve matérielle. Je reprends. Comment un juge peut-il rendre une décision relativement à des difficultés relationnelles sans preuve matérielle? Comment une entreprise d'une envergure comme IHE Afrique M2 Business School peut-elle avoir des problèmes relationnels, des difficultés relationnelles avec un employé sans avoir une seule preuve matérielle? J'invite tous les travailleurs qui sont victimes d'abus de nous rejoindre afin de remédier à ces abus dans le milieu de la justice. Bonjour, chers concitoyens, je suis Kwaku Ngora Aimé César, l'état civil. Je suis ex-agent au BNET, ex-secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du BNET. J'ai été kidnappé sur mon lieu de travail au BNET le 13 août 2020 sur instruction de la direction générale du BNET, c'est-à-dire le DG et son DRH. Je le dis avec preuve à l'appui. Pour le moment, je pense que cette partie-là, je l'ai déjà évoquée dans le premier direct que j'ai eu avec la présidente Puchélik Balé. J'ai été kidnappé ce 13 août 2020, autour de 9 heures. C'était le jour du lancement du mot d'ordre de la présidente Puchélik Balé contre le 3e mandat. En effet, ce jour était le jour où je reprenais mon service après une opération chirurgicale. Après une grosse opération chirurgicale, ce 13 août, c'était mon premier jour de reprise de service. Et comme il y avait eu un problème, parce qu'en tant que syndicaliste, on a eu des problèmes avec la direction générale du BNET sur la nouvelle grille de salaire, le profil de carrière et le choix des délégués du personnel du BNET. Donc, j'avais saisi en son temps l'inspection du travail pour dénoncer cette injustice. Et par la suite, j'ai saisi le conseiller spécial du Premier ministre chargé de la trêve sociale. Et tout ça, il y a des éléments de preuve qui justifient cette démarche. Et comme j'emmerdais beaucoup la direction générale du BNET, elle avait décidé de se débarrasser de moi. Et l'occasion était toute trouvée, après le mot d'ordre de la présidente Puchélik Balé, de me livrer à la mort. Parce qu'en me livrant aux mains de ces encagoulés qui m'ont torturé pendant 3 jours à Semboko, c'était pour vraiment m'éliminer. Bien. Ce 13 août, j'ai été enlevé. On m'a violemment arrêté, brutalisé même. J'ai été déporté à Semboko, où j'étais détenu par les encagoulés qui sont venus, qui sont présentés comme des agents des forces de l'ordre, qui ont même menacé les gendarmes qui faisaient la sécurité au BNET, et puis ils m'ont amené.
J'ai été sérieusement torturé, j'étais menotté, j'étais assis dans un conteneur, je ne voyais pas, j'avais la tête fermée, je ne voyais pas qui me frappait, mais ils ont passé tout le temps à me frapper, à me poser des questions qui n'avaient rien à voir avec ma vie, parce qu'on me demandait si je connaissais plus Chérif Balé, si je connaissais quoi Justin, si je connaissais Abdouma Sangaré, et j'ai toujours dit que moi, je n'avais rien à voir avec cette affaire. Malheureusement, j'étais recherché par ma famille qui a mené plusieurs démarches auprès de la direction générale, auprès du DRH qui envoyait ma grande sœur balader puisqu'il disait toujours que j'étais dans les mains de la police et que j'étais en sécurité. Pendant que je sortais de maladie et que je devais prendre mes médicaments. J'ai fait 3 jours sans prendre mes médicaments. Et c'est après les 3 jours, puisque j'ai été arrêté jeudi, le samedi, la présidente Chérif Balé a été arrêtée, a été enlevée aussi, je pèse bien les mots, a été enlevée, et c'est après qu'on a mis la main sur elle que on a enlevé ma cagoule, qu'on m'a enlevé les menottes, et puis j'ai su que j'étais à Sébroko. Pendant ce temps, ma famille me cherchait, personne n'avait mes nouvelles, et tout le monde s'inquiétait puisque j'étais convalescent. Et après, le dimanche, nous avons été transférés à la préfecture de police. Je vais vous faire l'économie de tous ces détails. Je pense qu'on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, mon intervention, c'est contre la justice. Parce que après 8 mois passés en prison, nous sommes sortis. Et étant moi-même syndicaliste et défenseur du droit, j'ai saisi un huissier de justice, un commissaire de justice, pour m'accompagner pour ma reprise de service. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, après plus d'1h30, non, 2h30 d'attente au secrétariat du DRH, il nous a reçus et il m'a signifié que j'étais licencié. Bon, c'est son droit en tant que DRH. Moi aussi, le droit me permet de faire des recours. Et c'est ainsi que j'ai saisi mon avocat et nous avons saisi l'inspection du travail qui a demandé, comme la loi l'exige, de faire une demande de réintégration par écrit, ce que j'ai fait. Et la direction générale avait 2 semaines pour me répondre et ils n'ont pas voulu me réintégrer. Nous sommes allés à la conciliation à l'inspection du travail, n'avons pas pu trouver un accord et c'est comme ça que mon dossier a été transmis au tribunal du travail. Mon dossier était au tribunal du travail et de report en report, jusqu'à ce que le 21 mai 2023, j'apprends par le biais de mon avocat que j'ai été débouté. Et les arguments que le juge a utilisés, le juge qui était en charge de mon dossier s'appelle Brou Marcel Kofi, maître Brou Marcel Kofi, qui avait mon dossier. Mais à ma grande surprise, après 2 mois d'attente, non, probablement même pour avoir la décision de justice, presque 3 mois après que j'ai eu la décision de justice, et après avoir parcouru la décision de justice, je me rends compte que le juge, il a fait du faux. Je dis clairement, il a fait du faux. Et je me pose des questions, est-ce qu'il est vraiment magistrat? Est-ce qu'il a fait vraiment une formation de magistrat? Parce que, à mon sens, le juge n'écrit pas le droit. Le juge n'interprète pas le droit. Le juge, il ne fait que dire ce que le droit dit. Le code du travail qui a été signé par le président Alassane Ouattara dit, à son article 51.8, que le secrétaire général de tout syndicat et ses 5 premiers secrétaires généraux adjoints sont des travailleurs protégés. C'est pas moi qui le dis, il est bien écrit dans le code du travail. Mais le juge, il prend un article du code du travail de 96, l'article 27 du code du travail de 1996, pour venir dire que je ne suis pas un travailleur protégé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été élu délégué syndical, je n'ai pas été élu délégué du personnel au BNET. Mais je me pose des questions. Au BNET même, le DRH qui dit qu'il ne reconnaît pas mon statut de travailleur protégé, je me pose des questions sur quelle base il le dit, puisque moi-même, de tout le temps, mon combat, c'était qu'au BNET, il y ait des élections pour les délégués du personnel, ce qui est exigé par le Code du travail. Malheureusement, le BNET n'a jamais voulu organiser d'élections. Jusqu'à ce jour, même la semaine dernière, il vient d'avoir cette machine électorale imaginaire que le BNET a mis en place pour désigner ses délégués. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est dans la même période, ils doivent valider leur certification ISO. Et c'est comme ça que le juge, qui ne sait pas vraiment par quelle magie, fait recours à un article de 1996 pour me débouter pendant que nous sommes. Il y a eu un article de 2015 qui a été signé par le président Alassane Ouattara. Mes questions, les voici. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des juges qui sont au-dessus de la signature du président de la République? Je veux savoir. Est-ce que le BNET est au-dessus des décisions du président de la République? C'est la question que je me pose. Est-ce que le juge, il prend conscience de ces actes qu'il pose? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Ces cas sont légion au tribunal du travail. Et je me pose la question, est-ce que ces juges-là, ils se rendent compte du tort qu'ils créent aux pauvres citoyens à qui ils privent, à qui ils retirent le droit
Parce que quelqu'un qui a été abusivement licencié, c'est le droit du chef d'entreprise de licencier. Mais le droit lui dit, pour tel licenciement, voilà ce que tu dois faire. Mais toi, en tant que juge, tu n'as pas le droit de faire du tort aux gens parce que c'est toute une famille, c'est tout un peuple que vous détruisez en faisant ces actes-là. Je me pose bien la question, comment vous arrivez à dormir dans vos lits avec vos familles en regardant ce que vous faites, en regardant le mal que vous faites aux pauvres citoyens que nous sommes. Je pose la même question au DRH du Bénet et au DG. Vous êtes heureux, vous êtes en train de bouffer l'argent du Bénet. Vous attaquez, vous détruisez la vie des gens. Vous êtes en train de piller le Bénet parce que je sais ce qui se passe dans le Bénet. Pourquoi est-ce que vous m'avez livré? Tout a commencé avec cette histoire que je viens de relever pour le choix des délégués du personnel. Il y avait la nouvelle grille de salaire, le nouveau profil de carrière. Aujourd'hui, au Bénet, un agent qui rentre TS, il va faire 30 ans, il sort TS. Il n'y a pas d'avancement. Et c'est ces choses-là que je dénonçais. Et c'est pour ça que le DRH et son DG, ils ont décidé de me liquider. Parce que leur intention, ce n'était pas de me licencier, mais c'était de me liquider. En m'envoyant, en me livrant aux encagoulés. Le DRH lui-même l'a reconnu. Parce qu'après mon arrestation, les 5 syndicats du Bénet, les 5 syndicats, il y a 5 syndicats du Bénet, les 5 syndicats du Bénet ont demandé une audience et ils ont eu une scène de travail du DRH qui a reconnu que lui, en tant que DRH, il a été appelé par la police pour lui dire qu'ils avaient une opération à faire dans la zone. Mais qu'est-ce que lui, en tant que DRH du Bénet, il a à voir avec la police s'il y a une intervention à faire dans la zone? C'est lui qui les a appelés. Après, même quand j'étais à Séborco, après que le 3e jour, après qu'on m'a enlevé la cagoule, mes geôliers m'ont dit qu'ils partaient pour une intervention à Yopougon. C'est arrivé au niveau du sanctuaire marial qu'on les a appelés pour signaler ma position au Bénet. Mais qui les a appelés, c'est le DRH, puisque j'étais avec lui. Quand il a garé sa voiture, j'ai fait 30 minutes à côté de sa voiture. Je l'attendais pour échanger avec lui sur le dossier des délégués du personnel, pendant qu'il était au téléphone. Et c'est en ce moment-là qu'il était en train d'appeler les gens. J'ai tous ces éléments. Mais aujourd'hui, moi, je suis sorti, j'ai décidé de ne pas me rendre justice. Parce que je me dis, nous sommes dans un état de droit. Si chacun doit se rendre justice, on va créer un no man's land. Et c'est pas ce que je souhaite pour ma Côte d'Ivoire. C'est pas l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Et je me battrai jusqu'au bout dans ce combat. Ce juge, je ne sais pas quel génie, quel moustique l'a piqué. Je ne sais pas quel esprit l'a animé. Mais je pense qu'il est dans le faux. Et je dénonce ce faux-là. Et je ne suis pas seul. Les cas sont légion. Donc aujourd'hui, je profite pour dénoncer ce comportement du juge et dire que moi, je vais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai fait appel. J'ai fait appel de sa décision. Mais en dehors de l'appel qui est au tribunal du travail, il y a encore d'autres procédures. Il y a encore d'autres recours. Je vais utiliser ces recours pour aller jusqu'au bout. Mais en même temps, je lui dis, quand il prend ces décisions, il pense aux familles qui sont derrière ces personnes. Il pense à la vie de ces personnes qu'il détruit. La vie de l'individu, de sa femme, de ses enfants, de toutes ces personnes qui le suivent. Nous sommes en Afrique. Vous savez, quand une seule personne travaille, vous savez combien de personnes il a à sa charge. Je pense que, comme la présidente Picheli Balé l'a dit, nous sommes victimes, mais dans l'union, nous allons mener de combat. C'est pourquoi je profite pour lancer un appel à tout Ivoirien, victime d'injustice du tribunal du travail, de prendre le contact que je vais donner. Ça, c'est mon contact personnel. Je lui donne à Visage Découvert parce que, après avoir quitté ce bloc, je ne sais pas ce qui me fait peur encore. Je lui donne mon numéro personnel, le 07, le 08, 57, 11, 19. Je lance un appel à tous ces Ivoiriens qui sont victimes de ces comportements-là, de se joindre à moi. Nous allons engager des poursuites contre le tribunal du travail. Je n'ai pas dit contre le juge, contre le tribunal du travail. Parce que c'est l'institution qui donne mandat à ces juges-là, qui nous maltraitent, qui nous créent tous ces désagréments. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages qui ont été rendus. Tout ce que nous voulons, c'est que l'inspection du travail et le tribunal du travail redorent le blason de leurs institutions. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'était des institutions qui faisaient la fierté des travailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les cas de plainte sont légion. Nous interpellons donc les responsables de ces deux institutions afin de faire en sorte que le droit soit dit et rien que le droit. À bientôt pour notre prochain focus.